Marjolaine. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous ici ce soir. Ce panel m'interpelle particulièrement parce qu'au-delà des statistiques parfois alarmantes, il y a des humains et une nature qui souffrent. C'est pourquoi je suis enthousiaste d'écouter les interventions qu'on va entendre ce soir de chacune de nos panélistes. Chacune aura sûrement des pistes de réflexion et d'action fort intéressantes. Quelle belle idée de la Maison de développement durable que de faire une programmation spéciale pour la semaine de santé mentale. Lancée il y a 12 ans, l'initiative Belle cause pour la cause se fonde sur 4 piliers d'intervention. Alors, la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins, la recherche et le leadership en milieu de travail. À ce jour, nous avons aidé plus de 1300 organismes communautaires, hôpitaux, universités, pour des projets en santé mentale partout au pays. Nous continuerons de porter cette cause au moins jusqu'en 2025 parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Tous les jours, Belle travaille à transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. Nous sommes une entreprise de communication, mais nos actions vont bien au-delà, que ce soit pour protéger l'environnement, aider la santé mentale ou améliorer nos communautés. Merci à la Maison de développement durable d'offrir une programmation riche et variée en cette semaine de la santé mentale et bonne soirée. Merci beaucoup, Marjolaine, de ta présence ce soir. Donc, dans le cadre de ce panel, on va parler, entre autres, des quantités, des commotions. On veut ouvrir le dialogue avec le public et surtout outiller, apporter un soutien, apporter des stratégies aussi qu'on peut employer au quotidien. C'est vraiment ça l'objectif pour que la santé mentale soit l'affaire de tous et de toutes et non pas nécessairement une personne spécifiquement avec un syndrome ou avec un diagnostic, mais bien en prévention de tous avoir une meilleure santé mentale et un meilleur bien-être. Alors, il y aura une période de questions à la fin pour le public ici et pour les personnes en virtuel, il y a une section questions et réponses dans le Zoom dans laquelle vous pouvez mettre vos questions auxquelles nous tenterons de répondre à la fin en fonction du temps alloué. Également, sur le Facebook Live, il y aura la possibilité de commenter et de publier des questions que nous tenterons de prendre également vers la fin de la soirée. Pour commencer, j'aimerais accueillir Nadine Vachon, qui est thérapeute, conférencière, professeure de méditation et yoga et auteure du livre « Méditer, la Terre vue de l'intérieur ». Ce sera notre première panéliste pour la soirée. Alors, bonsoir à toutes et tous. Je vais commencer par vous proposer un exercice d'ancrage, en fait. Donc, on commence avec ça. Je vous invite à vous installer le dos droit sur votre chaise, les pieds bien à plat au sol. Je vous invite à relaxer les épaules, relaxer les mains, laisser les paupières se fermer. Ou garder les yeux mi-clos si garder les yeux fermés est inconfortable pour vous. Prenez maintenant une profonde inspiration et laissez votre corps se déposer entièrement en expirant complètement. Et observez quelques instants les différentes sensations dans votre corps, sans juger, sans analyser. Prenez quelques profondes respirations en observant avec douceur. Et maintenant, visualisez que vous marchez dans une forêt. Vous marchez très doucement, un pas après l'autre,
Vous observez le paysage autour de vous. Et tout en respirant, vous contemplez les arbres, les multiples teintes verdoyantes des végétaux. Et vous vous laissez imprégner par la beauté de la forêt qui vous entoure. Vous sentez les odeurs typiques de la forêt. Le bois, les aiguilles de conifères, peut-être le parfum de certaines fleurs. Vous vous laissez envelopper par ces odeurs somptueuses. Vous captez également les sons de la forêt. Les chants des oiseaux, le son des brindilles qui craquent sous vos pas, le bruit d'un ruisseau qui coule doucement. Vous laissez cette expérience pénétrer en vous profondément. Vous êtes pleinement présente, présent dans l'expérience. Vous vous immobilisez et vous prenez une grande respiration. Prenez conscience que l'oxygène contenu dans l'air que vous venez d'inspirer existe grâce aux arbres et aux autres végétaux qui transforment le gaz carbonique en oxygène. L'air qui remplit vos poumons vient oxygéner votre sang, qui est en grande partie constitué d'eau. Cette eau qui a été flocon de neige, océan, fleuve, rivière. Et vous continuez de respirer doucement et profondément. Le temps est suspendu. Il n'y a rien d'autre que vous, la forêt et ce moment présent. Observez les sensations dans votre corps, sans analyser. Observez tout changement, s'il y en a, par rapport à il y a quelques instants avant de débuter l'exercice. Observez ce qui s'est installé dans l'espace intérieur du corps. Votre corps est-il plus détendu? Est-ce que vous vous sentez plus enraciné, plus déposé? Observez simplement. Observez votre respiration, sa profondeur, son amplitude, son rythme. Est-ce qu'elle s'est modifiée quelque peu au cours des dernières minutes? Votre esprit est-il plus déposé,
plus clair. Vous sentez-vous plus globalement plus calme, plus en paix, plus connecté au monde et à la vie, plus présente, présent. Remarquez toute modification de votre état intérieur dans votre propre écosystème. Y a-t-il une sensation d'unité, une sensation de faire partie intimement de la terre, de la nature? Prenez maintenant une grande inspiration. Bougez doucement les doigts, les orteils et ouvrez les yeux à votre rythme. Alors, on remarque l'importance de notre état intérieur. Ça change tout. Donc, quand j'étais toute jeune, j'étais consciente du fait que la dégradation de la nature faite par l'humain, les injustices et toutes les guerres, finalement, les violences imposées des humains envers les autres, pour moi, ça découlait d'une déconnexion de la nature et d'un sentiment de séparation des humains les uns envers les autres. Et c'était clair pour moi que cette déconnexion-là venait d'une déconnexion plus profonde encore, une déconnexion de l'humain, en fait de soi envers soi, d'un fossé qui est présent à l'intérieur de chacun de nous, puis qui est donc difficile d'être dans un état de paix et de quiétude à l'intérieur de nous. C'est seulement quand on est connecté à l'intérieur de soi, présent à soi, qu'on peut connecter réellement à la vie, aux autres, à la nature, se sentir appartenir plutôt que se sentir séparé de la nature. Donc, et ce sentiment de connexion nous donne le goût de prendre soin de la nature qui est plus en plus. Donc, pour moi, la transition écologique extérieure, si on veut l'appeler comme ça, elle ne pourra pas se faire si on ne fait pas une transition intérieure. Donc, cette transition-là qui passe par une reconnexion à notre écologie intérieure. Donc, ce soir, on va parler de cette fameuse, par les différentes intervenantes qui vont intervenir. On va parler de cette écologie intérieure-là. On va offrir des outils pour s'y connecter, pour composer plus constructivement avec elle. Et ça commence par connaître comment fonctionne le cerveau, les différentes parties, la partie plus émotionnelle, la partie plus reliée à notre survie, puis les parties plus réflexives, créatives, qui nous donnent notre capacité d'altruisme, d'empathie, de coopération. Donc, c'est vraiment pour moi une clé importante que de connecter à notre écosystème intérieur, puis d'accueillir tout ce qui est présent à l'intérieur de nous. Nos émotions, et le plus possible sans jugement. Un peu comme on vient de le faire dans le bois, on s'est promené en imaginant dans la forêt. Puis on n'a pas commencé à analyser, à dire cette branche d'arbre-là, cet arbre-là, il y a une branche cassée, puis à le juger ou à dire un champignon sur la souche là-bas, ça veut dire que là c'est en déclin, c'est en train de mourir. Donc c'est une invitation à se connecter à soi puis à s'observer sans jugement. Donc, sans prérequis, sans a priori. Et connecter à soi, à nos sensations, aux émotions, à l'ici maintenant, c'est vraiment une pratique qui nous garde ancrés dans le présent. Et en la pratiquant de manière régulière, on s'y installe de plus en plus dans notre vie quotidienne, ce qui fait en sorte que les défis vont continuer de se présenter dans la vie. La vie va rester la vie avec tous ces défis. Mais on va réagir dans un état davantage de présence. On voit ce qu'on peut faire au présent, puis l'action va émerger à partir d'un état de présence plutôt que d'un état plutôt de peur ou de colère, par exemple. Dans le contexte des différentes crises qu'on vit et qui nous attendent, la crise environnementale en particulier, on va avoir besoin de beaucoup d'outils pour s'ancrer au quotidien. Donc, la connexion à soi, primordiale.
Et réciproquement, connecter à la nature, à la beauté du vivant, ça aide aussi à connecter à soi lorsqu'on se sent déconnecté. Puis ça nous ramène aussi à l'élan de vouloir en prendre soin, comme on voudrait prendre soin d'un proche quand on se sent connecté à cette personne-là. Donc, pour moi, cultiver l'émerveillement au quotidien, c'est vraiment une clé très, très grande. Toujours continuer de s'émerveiller devant la beauté du vivant, devant juste le printemps là, avec les bourgeons qui sortent à chaque fois. Moi, je suis tout le temps fascinée par la puissance de la vie, en fait. Puis devant quoi on s'émerveille, ben, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, on a le goût d'en prendre soin. Et c'est beaucoup plus facile d'inciter les autres, les gens de notre entourage, les gens avec qui on interagit, à passer à l'action pour l'environnement quand on est nous-mêmes dans cet état-là. Parce qu'au final, je pense que c'est l'amour du vivant, c'est l'amour de la terre, de ses habitants qui nous motive à agir. Donc, pour moi, écologie intérieure et extérieure sont vraiment indissociables. Et devant la crise écologique actuelle, on est vraiment dans un passage important de l'humanité où on est appelé à se souvenir de cette écologie intérieure, à revenir à une présence intérieure pour pouvoir mieux tisser un lien plus sain, je dirais, avec l'écologie extérieure. Et le point de départ, ben, c'est cet état de connexion et de paix auquel on vient de goûter, juste en entrée de jeu, comme ça, par un petit exercice d'ancrage. Donc, pour être disposé à connecter véritablement aux autres et à l'environnement qui est autour de nous, à la nature, et s'en émerveiller. Donc, c'était mon propos ce soir. Je vais repasser la parole, je crois bien, à Maud, qui va vous présenter la prochaine panéliste. Donc oui, effectivement, environnement, bien-être, santé mentale, ça va de pair. Maintenant, c'est pas pour rien que la Maison du développement durable a choisi d'initier cette série pour la semaine de la santé mentale, parce que ça va ensemble, parce qu'on a besoin de cultiver tous les deux. Donc, cultiver l'émerveillement au quotidien, j'aime beaucoup cette phrase, puis je vais la conserver pour ma part. Donc, maintenant, on va accueillir Isabelle Béliveau, qui est cofondatrice et coordonnatrice générale chez Commotion, un organisme qui a sa place à Sherbrooke, mais ton organisme agit sur différentes facettes et dans différents lieux. Alors, j'ai très hâte de t'entendre discuter avec nous ce soir. Donc, si tu veux bien venir me rejoindre ici. Bien, peux-tu rester ici? En fait, c'est qu'on ne te verra pas. Donc, vraiment de champ de vision pour que les gens à la maison puissent aussi profiter de ta belle présence. Ça va vraiment être au milieu ici. On veut t'avoir avec nous. Merci pour ce détail important. Hey, bonsoir. Je suis super contente d'être ici ce soir. J'ai eu beaucoup de péripéties pour arriver, mais je suis là et j'ai beaucoup appris de ces péripéties-là. Je vais vous en reparler. Parce que mon objectif ce soir, c'est, oui, de vous montrer le lien entre la santé mentale et l'environnement, de par ma formation comme bachelière en environnement, mais particulièrement de mon vécu comme personne, comme humaine, qui traverse des grosses crises sociales. Et en tant que jeune, c'est encore plus difficile parce que mes projets, mes rêves, sont de plus en plus inatteignables dans le sens que j'ai de la misère de plus en plus à me projeter dans le futur. Et ça, c'est une préoccupation qu'on entend beaucoup chez les jeunes. Moi, avec mon organisme Commotion, c'est ce qu'on entend chaque jour. On fait des ateliers auprès des jeunes, beaucoup. Et on est en train de co-créer avec des psychologues, avec des travailleurs sociaux, des outils d'adaptation pour nous aider finalement à traverser ces crises sociales-là, ces crises écologiques-là avec plus de douceur, puis de relier finalement, de se relier ensemble, parce qu'on sait qu'un facteur de protection en santé mentale, quand on traverse une crise, c'est le lien social. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre, je pense qu'on vient de traverser 2 ans de pandémie où est-ce qu'on était beaucoup isolés et ça nous a beaucoup affectés. Donc moi, mon histoire, en fait, elle commence quand j'étais très jeune. J'ai à 7 ans, donc on est en 2002, j'étais adossée à un arbre en arrière de chez moi. Puis, du jour au lendemain, cet arbre-là a été coupé. Puis, comme tous les autres autour, pour faire de la place à des maisons. Et cet arbre-là, quand il a été coupé, quand il est tombé au sol,
j'ai ressenti une grosse douleur dans mon ventre. Je n'étais pas capable d'expliquer pourquoi. J'étais en colère, il y avait un sentiment d'urgence, j'étais triste, un paquet d'émotions. Souvent, quand on se sent tout perdu, je l'ai vraiment vécu rough et ça a vraiment influencé mes choix par la suite. Donc, j'ai commencé à étudier plus la nature. Ensuite, j'ai été au cégep en écologie, puis à l'Université de Sherbrooke en environnement. Je me suis beaucoup impliquée comme militante dans le mouvement étudiant pour le climat à Sherbrooke. J'ai coordonné, en fait, la SEV à Sherbrooke pendant 2 ans. Puis, je me suis impliquée dans plein d'autres comités environnementaux pendant mon implication. Puis, pendant mes études, j'ai fondé Écomotion parce que je trouvais que ça n'avait juste pas de bon sens. J'ai tout ça en environnement, puis tout ce qu'on me disait, c'est voici des tonnes de GS, voici des mauvaises nouvelles, voici de la pollution partout. Et bien, les solutions ont des limites parce qu'on est dans un système qui nous impose des limites. Donc, je me disais, comment on fait pour traverser ça? Là? Moi, je ne suis pas d'accord qu'on continue comme ça. Donc, je me suis dit, bien, il nous faut des outils, il faut qu'on s'en parle. Et c'est ça, en fait, mon point, c'est que je me disais, on ne s'en parle pas assez de comment ça nous fait sentir, ces crises-là, comment ça affecte notre morale, ça affecte notre motivation à agir. Je vous mentirais si je disais que mon implication, quand j'étais plus militante, bien, c'est super difficile d'être tout le temps dans la confrontation, dans l'urgence. Donc, je me suis épuisée et je suis sortie du mouvement, carrément. Et ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans le mouvement militant. On parle de plus en plus, on entend souvent parler du burn-out du militant, de l'épuisement militant, mais c'est quelque chose qui est selon moi une grosse problématique parce que ces gens-là sont au front. Et bien, si ces gens-là ne sont plus là, bien, c'est comme un peu des leaders, je les vois comme ça un peu. Si depuis ces personnes-là qui motivent les gens, bien, qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Donc, j'ai eu un paquet de réflexions, puis je me suis rendu compte que bien, il fallait vraiment que je revienne, il fallait vraiment que je revienne à moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Puis qu'est-ce que mes émotions finalement me disent? Quand l'arbre est tombé, qu'est-ce que ça me disait cette émotion-là? Pourquoi j'ai ressenti une grosse tristesse? Pourquoi j'ai ressenti une grosse colère? Chaque émotion a une fonction. Puis on n'apprend pas ça à l'école, la fonction des émotions, et pourtant, c'est tellement quelque chose d'important. Là, je vais faire une confidence qui va vous aider à comprendre pourquoi je m'intéresse beaucoup aux émotions. C'est la semaine de la santé mentale, donc je vais en parler. Moi, je vis tous les jours avec un trouble de personnalité limite. J'ai appris ça à 20 ans, j'en ai 27. Après plusieurs années de thérapie, j'ai entendu parler des émotions et comment les gérer. Ce que j'ai compris, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur, ou tout ce qui se passe à l'intérieur plutôt, c'est un reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, quand je vois plein de choses se passer autour de moi, plein de destruction, des inondations, des feux de forêt, des mauvaises nouvelles en environnement, bien, ça vient m'affecter parce que finalement, c'est juste un reflet. Quand on a une émotion de tristesse ou de colère, bien, cette émotion-là nous dit il y a quelque chose qui se passe. Puis si tu n'agis pas, si tu ne prends pas conscience de ça, il y a peut-être un risque pour ta survie. C'est ça qu'ils disent, c'est ça qui font les émotions. En fait, ce sont des messagers. Et on a une tendance, malheureusement, et moi la première, parce que le trouble avec lequel je vis fait en sorte que j'ai des émotions tout le temps, des émotions très intenses et des grosses montagnes russes. Donc, j'ai appris à essayer de tout le temps mettre ça de côté. Mais ce que j'ai compris, c'est que, comme avec la crise climatique, si je n'adresse pas qu'est-ce qui se passe, je ne vais jamais m'adapter. Là, je vais vous donner un exemple, j'y arrivais, là. Je vais vous donner un exemple d'aujourd'hui. Comment j'étais mésadaptée en arrivant à Montréal. J'ai dû venir en voiture parce que, bon, je devais partir de Sherbrooke à une heure précise et donc je suis venue en voiture et ça m'a pris 1 heure pour trouver un stationnement. Et quand j'ai fini par trouver mon stationnement, parce que j'étais super stressée de peut-être arriver en retard et là, de peut-être manquer le panel, peu importe, je me promenais dans les rues bétonnées avec plein de monde partout. Moi, je viens de Sherbrooke, hein, pour moi, c'est la campagne. Là, j'arrive ici, il y a du monde partout, il n'y a aucune nature, et c'est
super stressant. Je finis par me trouver un stationnement et là, pour sortir de l'espace de stationnement, c'est un stationnement souterrain, je devais prendre l'ascenseur et je ne trouvais pas le bouton. J'étais tellement stressée, j'étais tellement en panique parce que j'étais en retard que je ne voyais pas le bouton. Et vous voyez, ça, c'est une situation banale parce que je veux que vous vous reconnaissiez dans mon vécu, mais c'est une situation qu'on vit tous les jours face à la crise climatique. C'est cette espèce de vision tunnel que quand on est très, très stressé par notre vie quotidienne qui va super vite, on ne voit pas tout ce qui se passe autour, puis on met de côté nos émotions qui nous disent « Hey, il y a quelque chose qui se passe dans notre société, puis dans notre milieu de vie, ça mérite notre attention parce que c'est possiblement, pas possiblement, c'est très certainement un danger pour notre survie. Et il y a quelque chose à faire avec ça. Un coup qu'on comprend, c'est quoi le message derrière chaque émotion, et après on peut trouver des actions qui sont beaucoup plus alignées, qui font beaucoup plus de sens avec ce qui se passe présentement et qui permettent notre adaptation. Et ça, je l'ai compris en apprenant à vivre avec mon trouble, mais je me suis dit, comment on peut apprendre à vivre avec cette crise-là? Parce que comme mon trouble, le problème avec le trouble de personnalité limite, c'est que ça ne se guérit pas. Tu peux apprendre à vivre avec, mais ça ne se guérit pas. Et c'est la même chose avec la crise climatique. On va devoir s'adapter, on va devoir apprendre à vivre avec, puis on va devoir apprendre à faire face aux défis qu'elle nous impose. C'est la même chose avec mon vécu. Et c'est la même chose avec ce qui s'est passé. J'ai dû trouver des solutions malgré le fait que je vivais plein de choses, que c'était super, je me sentais toute seule dans cette situation-là. C'est difficile, mais j'ai trouvé un moyen de m'adapter parce que j'ai pris 2 secondes, j'ai respiré, j'ai dit, là, tu n'es pas dans un état pour réfléchir. Donc, je suis revenue à l'intérieur de moi pour pouvoir m'adapter ensuite à l'extérieur. Parce que finalement, tout ce qui se passe finalement à l'intérieur est un reflet de ce qui se passe à l'extérieur et vice-versa. Et quand on comprend cette loupe-là, on est capable de jouer avec. Puis je vais terminer sur des mots que tu as dit, de se ramener à l'émerveillement puis à l'enthousiasme des enfants. Parce que quand on voit ça un peu comme un jeu, ça devient beaucoup plus facile de naviguer là-dedans, de trouver des solutions puis de rester créatif. Donc, je vous invite à essayer de regarder les problèmes avec un œil d'enfant, de voir comment on pourrait trouver des solutions qui sont créatives, qui répondent vraiment aux besoins de l'heure. Merci. Un grand merci, Isabelle. On est très contents que tu sois arrivée finalement et sortie de ce stationnement. Donc, comme tu dis, effectivement, on n'apprend pas toujours à comprendre nos émotions, à comprendre leur rôle, leur fonction, et pourtant, comme n'importe quel autre symptôme physique qu'on écouterait, ben, ils sont là pour nous dire quelque chose. Et je pense qu'on est pas mal tous d'accord avec ça. Et maintenant, j'aimerais accueillir Claudine Grisé, qui est responsable de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale et agente de liaison au mouvement Santé mentale Québec. Claudine, on est très heureux de t'accueillir ici pour que tu puisses nous parler, entre autres, des astuces de mouvement Santé mentale Québec. Vous avez une panoplie d'outils de stratégies pour nous. Alors, est-ce que oui, ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Merci. Ça fonctionne pas très bien. Donc, je le laisse. Super, vous avez. Merci d'être là. Je voudrais juste peut-être quelques petits mots sur le mouvement Santé mentale Québec. On est un regroupement québécois d'organismes qui travaillent en promotion et en prévention en santé mentale. Grosso modo, notre mandat, c'est d'éduquer la population québécoise à prendre soin de sa santé mentale et d'en faire vraiment un projet individuel et collectif. On travaille en santé mentale positive. La santé mentale positive, en fait, c'est un concept qui englobe le bien-être psychologique, le bien-être affectif et le bien-être social. On peut favoriser la santé mentale positive avec différents éléments dans la société, comme par exemple donner des bonnes conditions de vie, l'accès au logement, avoir un niveau de vie décent, etc. Mais le concept de santé mentale positive, ce n'est pas une injonction d'honneur, ce n'est pas une obligation d'être tout le temps content, d'être tout le temps heureux, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment de renforcer, dans le fond, notre santé mentale
pour se soucier, dans le fond, après à faire face aux difficultés que la vie normale, que la crise climatique, les défis que la vie nous amène. Si on a développé une bonne santé mentale, on va être plus fort, on va être plus fort. Donc, le mouvement santé mentale développe à chaque année jusqu'en 2026 une campagne annuelle sur un thème différent pendant chacune de ces années-là. Je ne sais pas si vous allez la voir. On a une batterie, en fait, c'est 7 astuces pour se recharger. C'est dans le fond 7 grands concepts, 7 grands facteurs de protection en santé mentale. Donc, vous les voyez, agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens. En fait, c'est vraiment, on peut dire, un résumé des grands facteurs de protection en santé mentale. Quand on est capable de posséder ou de travailler ces éléments-là, on a une meilleure santé mentale, on est plus fort pour faire face aux défis de la vie. Donc, ce soir, je vais vous parler plus précisément de ressentir, parce qu'on parle des émotions. Donc, ressentir, c'est recevoir un message. Comme le disait ma collègue précédemment, nos émotions nous envoient des messages sur les choses qui se passent autour de nous, dans notre environnement. Puis nous envoient un message sur notre besoin. Donc, si je me sens en colère parce que je vois des injustices, parce qu'il y a une crise climatique, par exemple, il y a des gens qui vont être plus touchés que moi dans certains pays, ma réaction est normale. C'est une réaction de survie, c'est des réactions, toutes les émotions qu'on vit, c'est des réactions à des choses qui se passent. Notre corps, notre tête, notre cœur réagit à ce qu'on a autour de nous. Les émotions, c'est 90% de notre temps de vie. On est toujours en train de ressentir des émotions. On ne s'en rend pas toujours pas, mais on ressent constamment des émotions. Et toujours, ces émotions-là, dans le fond, nous envoient des informations sur notre environnement, sur notre réalité. Par exemple, au quotidien, on vit beaucoup d'intérêt et d'excitation. On s'en rend pas toujours pas, mais ce qui nous motive à bouger dans la vie, c'est notre intérêt. Donc, c'est des émotions positives qu'on a constamment, qu'on ne sent pas nécessairement pas, mais ça nous aide dans le fond à faire notre vie. Donc, l'émotion, c'est vraiment quelque chose qui est automatique. On ne peut pas choisir de ne pas ressentir d'émotion. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment adaptatif. Les animaux même en ressentent. Tout le monde en ressent, peu importe notre âge, notre culture, notre époque. C'est vraiment adaptatif, comme disait Isabelle tantôt. Donc, comment on peut vivre avec les émotions? Bien, il y a comme 4 étapes, si on peut dire, observer. Être à l'écoute, observer ce qui se passe en soi. Accueillir cette émotion-là, telle qu'elle est. Des fois, il y en a plus qu'une. Puis vraiment, l'accueillir sans la juger. Ensuite, l'identifier, c'est quoi qui se passe en moi, comment je me sens. Puis ensuite, on peut passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire que je peux soit juste l'exprimer, mon émotion. Parfois, il y a personne autour de moi, je fais juste pour reconnaître que j'ai cette émotion-là. Puis parfois aussi, c'est de se donner les moyens, peut-être sociaux. Si par exemple, on sent de la colère par rapport à la crise climatique, mais on peut se mettre ensemble puis faire profiter de cette colère-là qu'on a en commun pour passer à l'action. Donc, c'est comme 4 étapes qu'on peut se rappeler une fois qu'on ne sait pas trop comment vivre l'émotion, qu'est-ce que je fais avec ça. C'est 4 étapes rapides. Donc, quand on est capable de décoder et de comprendre nos émotions, en fait, c'est qu'on développe notre langage émotionnel. Donc, ça s'apprend. Le langage émotionnel s'apprend. Fait qu'on développe des compétences émotionnelles. Puis, ces compétences émotionnelles-là, ben, c'est ça qui nous rend plus résistants, plus résilients face aux difficultés ou à une vie quotidienne normale. Puis il y a aussi la contagion émotionnelle. Ça, la contagion émotionnelle, c'est pas avoir une empathie ou de la sympathie avec les autres. C'est vraiment, dans le fond, si j'arrive au bureau le matin et que je suis de mauvaise humeur, peut-être mes collègues étaient de bonne humeur, mais parce que je suis de mauvaise humeur et que je suis bonne, ils vont peut-être eux autres devenir de mauvaise humeur, puis ils vont arriver à la maison le soir, puis ils vont peut-être être de mauvaise humeur avec leurs enfants. Donc, on s'en rend pas compte, mais constamment, on fait de la contagion émotionnelle. C'est pas toujours positif, la contagion émotionnelle qu'on fait. Par exemple, les médias font beaucoup de contagion émotionnelle négative. Les nouvelles qu'on entend, c'est très négatif. On voit toujours le côté sombre. On ne voit pas trop qu'est-ce qu'on peut faire pour garder espoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre des actions. C'est du coup, on est un peu comme dans l'esprit de l'impuissance devant les nouvelles, particulièrement par rapport à la crise climatique. Mais il y a peut-être un moyen, justement, soit de faire la contagion avec dire on se met ensemble, tout le monde est tanné, ou fâché, ou frustré, ou on peut faire la contagion positive. Donc, essayer de prendre le problème climatique d'une autre façon, d'en parler peut-être autrement. Bon, pour justement amener des transformations sociales, mais de le montrer peut-être, par exemple, les gens qui vivent des anxiétés, mais peut-être qu'il y a des aspects positifs à ça. Peut-être que les gens qui ont des anxiétés, ben, sont plus lucides que les autres. Peut-être qu'eux peuvent aider les autres à nous comprendre, à nous éduquer. Donc, on peut se servir de ça comme niveau positif pour faire une contagion sociale qui est plus positive.
Qu'est-ce qui est vraiment super bon pour renforcer notre santé mentale, puis faire, en fait, mettre de l'avant les facteurs de protection, c'est les émotions positives. Les émotions positives, on en a ici, comme je disais tantôt, sans s'en rendre compte. L'émotion positive qu'on connaît, puis qui est vraiment peut-être la plus efficace, c'est la joie. La joie, ça a même un effet physique sur notre corps. La joie, ça guérit. Le rire, c'est prouvé, c'est démontré scientifiquement que quand on rit, on fait notre corps, on calme notre système nerveux, on améliore notre système immunitaire, etc. Donc, les émotions positives, c'est vraiment démontré. Ça fait des choses vraiment simples. Ça peut être juste de dire bonjour à notre voisin. N'importe quel petit geste au quotidien, avoir de la gratitude, dire merci, rire, se raconter nos bons coups. Si on aime beaucoup ça, nous voulons se raconter des histoires. C'est super bon. Se rappeler des anciens souvenirs. Voilà, c'est merveilleux. Comme je disais tantôt, aller dans la nature, ça c'est aussi démontré, ça fait vraiment du bien, faire l'exercice physique, écouter de la musique, vous savez, toutes ces choses-là qu'on fait souvent de façon un peu instantanée. Des fois, on ne se sent pas bien, on s'endort, puis ça nous fait du bien. Donc, on le fait souvent de façon inconsciente, mais on peut le faire de façon consciente aussi. Quand on ne se sent pas bien, on peut les booster, nos hormones positives, en se forçant même. Ben, je vais aller écouter de la musique, je vais aller sortir. On peut même le mettre en horaire si on n'a pas l'habitude de le faire. On peut même, c'est juste quelques minutes par jour pour se dire, je fais certaines choses qui vont faire du bien, puis c'est vraiment démontré que les effets durent dans les prochaines heures, mais même pendant quelques jours. Donc, c'est vraiment pas anodin comme technique, c'est à apporter tout le monde, c'est juste à lui provoquer, dans le fond. Quoi d'autre? Un sentiment positif qui est vraiment important pour les gens, qui on le voit beaucoup avec la crise climatique, c'est le sentiment de cohérence. Devant la crise climatique, souvent, on n'est pas dans la cohérence parce que, par exemple, on voit les dirigeants qui vont nous dire on va construire un pipeline, puis cet argent-là va nous aider à construire des énergies vertes. Tu sais, on a pensé que c'est pas cohérent. Mais on a besoin de cohérence dans notre vie. On cherche du sens à ce qu'on fait, puis est-ce qu'il nous arrive ici, on essaie de comprendre pourquoi ça m'arrive, on essaie de faire du sens. C'est sûr que quand on vit dans une société qui ne fait pas beaucoup de sens, c'est plus dur, ça nous affecte comme individu. Mais on peut aussi, comme personne, s'en créer du sens, se poser des questions, se prendre le temps pour regarder qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui a du sens pour moi dans ma vie. Puis essayer de vivre, par exemple, en cohérence entre ses valeurs, puis ses besoins et ses actions. Ça, c'est quand même des choses qui peuvent être à notre portée, même si notre société autour de nous n'est pas toujours très cohérente. Puis pour revenir aux émotions positives, c'est important aussi de savoir, parce que je parlais dans des médias, c'est important aussi de ne pas penser qu'il y a des bonnes ou des mauvaises réactions par rapport à nos émotions. On n'a pas tous la même réaction devant les mêmes affaires. Donc, des fois, on a tendance à peut-être un peu juger des gens qui réagissent pas de la façon qu'on voudrait par rapport à la crise climatique. Je pense qu'on peut être plus dans l'écoute de l'autre, dans l'empathie, pour comprendre pourquoi ces personnes-là réagissent comme ça. C'est quoi eux leurs besoins? Peut-être que leurs besoins sont aussi importants que les miens, donc essayer de ne pas hiérarchiser. On vit beaucoup la division à la société, surtout depuis quelques années. On est d'un bord ou de l'autre, puis on a tendance à ne pas voir ce qu'on a en commun, tout le monde, mais vraiment regarder si on est différent. Alors qu'on est tous à la base des mêmes besoins. On veut être en harmonie, on veut être en santé, on veut être en sécurité, on veut combler nos besoins de base. On a tous, peu importe nos allégeances politiques ou idéologiques, tout le monde à la base, dit on a tout en commun. On a tendance à l'oublier parce que les médias et les gouvernements, ça fait leur affaire aussi pour se diviser. Pendant qu'on est divisé, on n'est pas en train de se battre pour le climat, par exemple. Donc, on peut, nous aussi, comme personne et comme collectivité, au moins avec nos proches ou avec notre communauté, aller à contre-courant de ça. Donc, faire preuve d'empathie, comme je disais tantôt, faire preuve de gentillesse, c'est tout simple, mais c'est démontré aussi que ça aide beaucoup, nous et l'autre. Si je suis gentille, ça fait du bien à moi, ça fait du bien à l'autre. C'est vraiment démontré ici. Donc, je disais tantôt comme voir les points de sécurité comme une force, pas seulement comme une faiblesse, montrer de la gratitude, garder l'espoir. Garder espoir, c'est déjà faire quelque chose. C'est déjà une action. Je choisis de garder espoir. Puis en général, mes actions vont aussi aller avec mon espoir. Sinon, ça. Donc, vraiment, essayer de travailler sur les émotions positives, les facteurs de santé mentale, les facteurs de protection santé mentale. Les cultiver, on ne peut pas en vivre trop d'émotions positives. C'est comme des vitamines qu'on prend de santé mentale. C'est ça.
Pas grave, je vais te le ramener. Donc, merci beaucoup, Claudine, pour ta prise de parole. Effectivement, d'apprendre à vivre en collectivité, d'être plus indulgents les uns envers les autres, d'être à l'écoute des besoins des autres également. C'est super important, c'est primordial pour qu'on puisse avancer ensemble et d'en apprendre plus sur nos émotions, leur fonctionnement. Et tu parlais de balade en nature et tout, ça a été évoqué par chacune de vous jusqu'à présent. Il y a même des prescriptions en nature maintenant qui sont faites parce que c'est là pour nous faire du bien, puis des fois, juste sortir un petit 2 minutes, décompresser, respirer, c'est juste ça que ça prend pour être capable de continuer sa journée. Alors, comme dernière panéliste, nous avons Christelle Papineau, qui est spécialiste en communication environnementale. Elle est professeure de yoga et directrice de Rose sur Vert Communication. Donc, si tu veux bien te joindre à moi ici. Bonjour. Je peux dire que là, je sens l'émotion du stress, alors je le communique déjà. Et je salue mes VIP ici qui sont venus ce soir. Bonjour, les enfants. Donc, merci de m'accueillir ici à la Maison de développement durable. Merci Maud, puis c'est un honneur de partager ce panel avec vous, chères dames. Donc, je suis très reconnaissante. Merci beaucoup. C'est intéressant parce que, en fait, à travers ce travail de panel, je me suis penchée sur le contenu davantage des émotions. Ça fait déjà un moment que je m'intéresse aux émotions. Je suis dans une démarche, disons-le, spirituelle depuis quelques années déjà. Donc, c'est des émotions, en fait, que je trouvais ça intéressant de se pencher sur cette question. Puis je me suis dit, mon Dieu, je pensais à mes enfants, ça serait bien que les émotions soient davantage étudiées au primaire et au secondaire, que nos enfants puissent bénéficier de ces informations-là. Tous les humains, en fait, ont vu des émotions et on est très peu outillés pour les vivre. Donc, je trouve ça assez fascinant que, en fait, je me dis que ce serait intéressant de rentrer ça davantage dans le cursus scolaire. Sinon, que moi, très jeune, j'avais, en fait, beaucoup de bouffées de colère. En fait, c'est drôle parce qu'on parle beaucoup de notre jeunesse aujourd'hui. Ça nous ramène les émotions à la jeunesse. Et longtemps, j'ai cru que la colère, en fait, c'était une mauvaise émotion. Donc, c'est fascinant parce qu'en vieillissant, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de mauvaise émotion, en fait. Il y a juste la façon de vivre cette émotion-là, finalement. Et avec le temps, je me suis beaucoup impliquée au niveau environnemental. Je suis devenue militante. Ça fait 20 ans que je milite. Ça fait plusieurs années que je suis dans des organismes environnementaux aussi. Et j'ai aperçu que la colère peut être un levier exceptionnel, en fait, pour un engagement social et environnemental. Et ça fait pas très longtemps que j'ai compris ça. Sinon qu'avec cette prise de conscience, à un moment donné, des changements environnementaux, moi, depuis à peu près 15 ans, là, je peux dire que je vis de l'éco-anxiété. Je ne savais pas à ce moment-là que c'était le mot éco-anxieuse, ça n'existait pas. Mais sinon que je suis éco-anxieuse. Et à un moment donné, ça a été un peu une question de survie à vivre continuellement de la peur, de la colère, de la frustration tous les jours parce que je suis toujours dans des dossiers environnementaux. À un moment donné, tu vis continuellement des émotions et tu vas faire un choix en est conscient. Sinon, comme Isabelle a dit, soit tu laisses ta peau. C'est un peu intense de dire ça, mais ça peut physiquement te rendre malade. Et même au niveau mental, ça peut te rendre malade si à un moment donné, tu ne t'occupes pas de ces émotions-là que tu vis quotidiennement. Donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben d'accord, j'assume ces émotions-là, je les reconnais, je les accepte, puis je vais m'en servir, en fait, pour justement m'engager, mon point de vue environnemental, dans la cause environnementale, au niveau social également. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous connaissez le baromètre responsable là, qui sort chaque année. C'est super intéressant, en fait. Donc, il s'occupe ils sondent, en fait, les Québécois sur les changements climatiques à plein de sortes de niveaux. J'adore beaucoup, en fait, ces outils-là. Et cette année, en 2021, ils ont sorti, en fait, que 51% des gens interrogés ont peur des changements climatiques, puis 62% se sentent impuissants. Donc, c'est énorme si on compare là, 15 ans, par exemple. Donc, ça a vraiment monté en flèche. On voit que les gens vivent des émotions face au changement climatique. Donc, ça, c'est clair maintenant.
il y a 15 ans, on était dans l'esprit, peut-être, je me rappelle, beaucoup d'informer, de sensibiliser. Tu sais, on était comment les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe, puis il faut envoyer de l'information, il faut diffuser. Moi qui étais aux communications, on était vraiment dans cet esprit-là. Et là, on se rend compte que les gens sont de façon majoritairement conscients, informés des changements climatiques. Ce n'est pas nécessairement le mot changement climatique qu'ils connaissent, mais ils savent qu'il y a des choses qui se passent au niveau environnemental et ça leur fait vivre des émotions. Et là, en fait, on est rendu à l'heure de s'occuper de ces émotions-là, de ces gens-là, pour les amener à s'engager. Donc, parce que c'est vrai que ça fait peur, on lit des articles de journaux, on en parlait, c'est vrai que c'est négatif. Les vidéos, des documentaires et tout ça. Donc, il y a des organismes merveilleux comme Écomotion, justement, qui s'occupent de prendre ces gens-là qui vivent des émotions puis de les amener, en fait, à les faire cheminer. Et on est rendu là, moi, je pense même au niveau des organismes environnementaux, du gouvernement également. Donc, on est rendu vraiment à s'occuper des émotions, ce que la crise climatique peut faire, en fait, chez les gens. Donc, pour ma part, je dirais qu'il est important de rentrer dans l'action, mais actuellement, il y a des gens qui vivent énormément d'émotions face à ça, face à l'information qu'ils reçoivent, et ils ne savent pas quoi faire. Donc, on va se ramasser dans le déni où on va faire de l'évitement, finalement. Les gens se protègent de ça, parce que vous savez, quand on vit des émotions, puis on n'a pas vraiment de solution autour de nous, et on essaie d'enfouir ça. On ne regarde pas trop, puis on continue notre chemin, puis on essaie d'y aller dans qu'est-ce qu'on connaît déjà. Donc, moi, je ne juge pas ces gens-là. Comme on a dit, il ne faut pas juger ceux qui sont actuellement dans cette voie-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui vivent des émotions puis qui sont prêts justement à passer à l'action. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Il faut leur donner des possibilités, puis il faut les accompagner finalement. L'engagement environnemental, en fait, c'est intéressant parce que ceux qui ont commencé à poser des gestes concrets dans leur vie, c'est encore le baromètre responsable dans lequel je lisais ça, quand on agit, en fait, au niveau environnemental, ça procure de la fierté, ça procure du bonheur, ça procure de l'utilité aussi, on se sent utile en fait. Donc, c'est de se dire qu'on peut prendre des émotions plutôt négatives, si on peut dire, en fait, de colère, de peur, d'impuissance. Et lorsqu'en fait, on s'en va dans l'action, on tombe dans une autre zone d'émotions, qui est des émotions plus positives. Donc, l'action, en fait, transforme ces émotions-là négatives en joie, en bonheur, en fierté, finalement. Donc, de là, l'important de trouver un sens, à mon avis, dans l'engagement quand on vit une crise climatique comme actuellement. Donc, de s'engager, finalement, peut rendre plus heureux et, comme vous l'avez dit tantôt, finalement. L'engagement, en fait, il faut être réaliste aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Ils ont vu des contextes différents. Donc, on a du temps. Des fois, ça se compte. On n'a pas beaucoup de temps, des fois. Donc, chacun, on a notre propre réalité. Puis, il faut vraiment vivre avec cette réalité-là. L'engagement dans la cause environnementale peut être évolutif également. Et on compte, à mon avis, il y a 3 niveaux d'engagement qu'on peut commencer. On a le geste individuel, qu'on connaît beaucoup, dont on parle depuis des années. Donc, le geste individuel le plus peut-être connu est le recyclage et le compostage. Et je sais qu'il y en a d'autres à faire, des gestes individuels. Sinon, on a donc l'engagement communautaire, l'engagement dans notre collectivité. Puis aussi, on a l'engagement que je considère plus militant, finalement. Et j'avais envie, pour commencer avec l'engagement individuel, de vous raconter la légende du petit colibri. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, c'est une légende que j'adore, en fait. Puis, en préparant cette année-là, je l'ai vue un petit peu différemment cette fois-ci parce qu'il y a des émotions qui sont dans cette légende-là. Donc, je vais vous la lire, d'accord? C'est pour vous les autres. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. »
Donc, il y a ce petit, en fait, texte qui accompagne souvent la légende qui dit « Il n'y a pas de petits gestes lorsque nous sommes 7 milliards à les faire ». Voilà. Donc, c'est une légende autochtone, en fait, qui a été popularisée par Pierre Rabhi. Je ne sais pas si vous connaissez l'écologiste, donc nommé même son organisation, le Colibri, en l'honneur de cette légende autochtone. Mais sinon, de dire que c'est fascinant de voir un peu comment les animaux sont apeurés, attristés, ils ne savent pas trop quoi faire, en fait. Donc, ils sont paralysés par les émotions. Puis, donc, ce feu de forêt-là me paraît finalement la crise environnementale qui s'en vient vers nous. Puis, il y en a, en fait, qui sont un peu terrorisés, on ne sait pas, on perd nos moyens. Et on a ce petit colibri qui disait, moi, j'y vais, je me lance. Puis donc, il prend cette force-là de ces émotions qu'il vit pour faire sa part et espérer, éventuellement, j'espère que les autres vont suivre, puis il va devenir un bel exemple, justement, pour éteindre ce feu de forêt, finalement. Cette légende-là est quand même contestée parce que de moins en moins, en fait, les gens croient aux gestes individuels. On se dit qu'il faut prendre des décisions avec beaucoup plus d'ampleur. Moi, je suis d'accord, en fait, que le geste individuel, le compostage, le recyclage peut devenir un peu limité, mais sinon que je crois, en fait, que si la personne s'engage, de ne pas penser qu'un geste individuel, en fait, ne sert à rien. Donc, c'est important de se dire, de faire sa part, même si c'est de petites choses, j'y crois, parce que je me dis que si on est plusieurs à faire le même geste individuel, à un moment donné, bien, les politiciens voient que c'est devenu de façon plus générale répandu dans la population. Ça peut faire changer quand même des politiques, ça peut faire changer des règlements également. Donc, il faut quand même s'investir au niveau du geste individuel. Malheureusement, à un moment donné, peut-être qu'on va se sentir impuissant puis on ne sait plus quoi faire. Moi, ça m'arrive souvent, je parle à des gens, ils ne savent plus quoi faire. En fait, je suis limitée dans mes connaissances. Puis c'est normal, hein, parce qu'on dirait qu'à un moment donné, on est limité aussi dans nos moyens. Et c'est là que je trouve que le collectif, comme je pense que c'est Isabelle qui en a parlé, de s'intégrer en fait à des groupes dans notre collectivité, dans notre communauté, c'est crucial en fait pour qu'est-ce qui s'en vient et pour la crise climatique qu'on est en train de vivre. Particulièrement, je vous reviendrai aux émotions en fait, quand on est au niveau individuel, qu'on vit de la colère, qu'on a peur également, qu'on reste avec ça à l'intérieur de soi et puis qu'on essaie en fait d'agir, on peut devenir très limité facilement, puis ça peut vraiment augmenter notre éco-anxiété justement. Donc, se rejoindre des groupes, des collectifs qui partagent nos valeurs, on peut communiquer également nos émotions, comment on se sent, et souvent ces émotions-là vont se transformer encore une fois, c'est de la beauté d'être ensemble puis de se regrouper. Ça va en fait générer de la joie souvent et le bonheur d'être ensemble. Donc, c'est les autres sont des grands transformateurs en fait d'émotions également, ces relations humaines qu'on peut avoir entre nous finalement. Et donc, quand je parle de collectivité, de communauté, ça peut être autant dans votre quartier, dans votre ruelle, dans votre ville. Donc, c'est de voir aussi des groupes qui vous inspirent, puis d'aller vers ces groupes-là pour pouvoir justement transformer ces émotions-là, cette impuissance-là, en quelque chose de plus grand, puis avoir un sens finalement à notre existence, finalement. Donc, j'ai écrit « Il faut apprendre à être heureux ensemble ». Donc, c'est un peu ça que je veux dire finalement. Et donc, cette façon d'apaiser les émotions est importante, mais aussi, je voulais vous parler un petit peu, parce qu'on a parlé à un moment donné, on vit des émotions. Moi, j'ai passé cette phase-là parce que j'étais très en colère, ou j'avais très peur. Puis là, je faisais un peu dans mes rencontres de famille, là, je faisais un peu sur mon oncle et sur ma tante. Puis là, on a envie de déverser notre colère pour que les gens se réveillent. Donc, et par expérience, ça ne fonctionne pas. Et la littérature le dit aussi. Donc, on ne provoque pas l'engagement des autres en déversant notre colère sur les autres. Et encore une fois, je partage cette idée d'être dans la joie, l'émerveillement, la reconnaissance aussi. Et si vous voulez réellement changer, ou de pas changer, j'aime pas ce mot-là, mais d'établir une ouverture d'esprit dans votre entourage, il faut y aller avec bienveillance, en fait, et avec une belle ouverture d'esprit. Et donc là, il y a une grande maîtrise de ses émotions, finalement, de garder sa colère, mais de savoir qu'elle est là, mais de ne pas la déverser sur les gens qui nous entourent. Et je pense aussi que si on est préoccupé par les enjeux environnementaux, on a ce rôle-là, en fait, de communiquer
ces émotions-là qui sont dans nous, à notre entourage, pour amener des débats et amener des conversations autour de ces problématiques-là. Et finalement, ben, je vous dirais, si après le geste individuel, l'implication collective, la communauté, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, mais il y a toujours l'action militante. Isabelle en a parlé tantôt. Moi, militant, je rentre aussi les groupes environnementaux qui travaillent super fort pour essayer d'amener des magnifiques projets dans la société, donc s'impliquer auprès de ces beaux groupes, mais aussi il y a vraiment des groupes plus radicaux, militants, qui font des magnifiques choses aussi. À l'automne, les jeunes sont en train de se mobiliser. Il y a une grève climatique qui s'en vient également. Donc, si vous avez envie de vous impliquer à ce niveau-là, moi, je vous encourage également. Mais comme j'ai dit tantôt, l'engagement est évolutif et bien sûr, on y va selon nos propres besoins et nos propres limites finalement. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. C'était super intéressant. Donc, qu'est-ce qui ressort beaucoup? Ben, la contagion des émotions émotionnelles, je trouve que c'est déjà un premier pas, mais je pense qu'il y a la contagion du geste aussi. Hein, si on agit l'autre nous voit, il y a peut-être envie de faire la même chose, de poser des questions, de se questionner sur lui-même. Ça, je l'ai vu, il y a eu le masqueton récemment, c'était du ramassage de masques partout au Québec, et puis j'y ai participé activement parmi plein d'autres personnes au Québec, puis ça se poursuit, puis les gens, soit ils s'arrêtaient pour remercier, soit ils s'arrêtaient pour dire c'est ça me touche de voir ça, de voir avec vos enfants, ou il y en a qui étaient comme mal à l'aise, on dirait, puis qui passaient à côté un peu en évitant du regard, alors que le geste n'est pas là pour culpabiliser personne, mais pour inviter les gens à prendre part à une action. Donc, tout ça, cette contagion du geste, la contagion émotionnelle, je trouve ça super intéressant de se dire, bon, ben, cultivons ça, le bonheur, l'émerveillement, parce que oui, c'est vrai que de sourire à un étranger dans la rue ou une étrangère, ben, généralement, ils vont répondre en retour. Donc, voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour que ce soit au niveau individuel et au niveau collectif. Donc, on aimerait ça vous entendre, donc entendre si vous avez des questions, des commentaires, des pensées, quelque chose à partager avec nous. On est vraiment tout oui. Nos panélistes sont là pour répondre, pour discuter avec vous. Qui aimerait se lancer pour une première question? Un partage, commentaire, impression? Oui? Merci. Merci à vous. Vous m'avez rempli de joie. Première émotion. Quelle autre émotion? Fierté. Mais quand même, vous êtes venus, vous êtes préparés, vous avez passé des heures à peaufiner votre texte, vous êtes là pour transmettre votre passion. Ça se sentait. C'était hyper contagieux. Il n'y a pas personne ici qui ne sera pas contagieux. C'est impossible. Il n'aura pas reçu tout votre beau message. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir tout témoigné. Puis je vais sûrement me trouver des questions plus intellectuelles après. Mais là, ça me faisait du bien de briser la glace avec ça. Merci beaucoup pour ce commentaire. Je ne doute pas que ça a résonné en d'autres personnes en virtuel et ici aussi. Je peux peut-être aller avec une question qui a surgi dans le chat sur le virtuel. Donc, une personne qui se questionnait justement, OK, ben, geste individuel, geste collectif, mais où trouver les informations pour se joindre, que ce soit au militantisme ou à d'autres vagues qu'on soulève tous ensemble, s'il y a des références par rapport à ça. Nous, on va envoyer évidemment quelques références par la suite par courriel, mais il y a peut-être quelqu'un qui aimerait nommer peut-être quelques organismes où on peut s'investir, où on peut prendre part. Moi, j'en connais quelques-uns, mais peut-être que vous auriez envie d'en nommer. Bien, moi, avant de nommer des organismes, je me demanderais c'est quoi le besoin de la personne. En fait, parce qu'il y a tellement de possibilités de voies d'action possibles, je pense que c'est important de faire ce petit travail-là de comment je veux contribuer, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes compétences qui pourraient être mises à contribution pour que ce soit facile pour moi de contribuer et que justement, on n'arrive pas à un épuisement, plus de ressources, puis que là, on doit se retirer. Donc, juste de faire ce petit travail d'introspection-là, puis ensuite d'écrire finalement à des gens, tu sais, de se lier.
puis d'utiliser son réseau qu'on a déjà. Tu connais-tu quelque chose? Y a quelque chose qui se passe dans mon quartier, dans ma ville? Puis sinon, ben, écrire à des organismes comme la Maison du développement durable et Commotion, puis on va vous référer à des organismes qui correspondent à ce que vous cherchez. Ouais. Parfait. Merci pour cette réponse. J'espère que ça correspond à ce que la personne attendait en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui aimeraient ouvrir le dialogue? Des réactions par rapport à ce que vous avez entendu? Questionnement? N'importe quoi? Oui? Bonsoir, merci beaucoup. Très, très intéressant. Je rejoins le premier commentaire où on sentait la passion animée, puis la joie, donc ça fait du bien. Je comprends que tant qu'on est resté bloqué dans ces émotions, on n'arrive pas à passer à l'action. Et souvent, on pense que c'est complexe, on pense que c'est compliqué. C'est quoi votre recommandation? La première étape, la première action toute simple à poser pour n'importe qui, qu'on soit convaincu, pas convaincu, sceptique, dans l'émotion, c'est quoi le premier pas tout simple que chacun peut faire aujourd'hui, demain, ce soir? C'est drôle parce que je pense à Nadine, entre autres. La première chose, là, je dirais prendre soin de soi, en fait. C'est la première chose qui me vient, c'est de prendre soin de sa vie, de prendre soin de son corps, de son mental. Puis je te lancerai la balle, Nadine, mais je pense que c'est le début, c'est la graine qu'on sème et après, on peut s'engager plus facilement autour de nous. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, en fait. Oui, merci Christelle. Ben, j'allais dire justement, c'est de se reconnecter avec l'amour de la vie, de l'amour du vivant. C'est ça qui nous fait agir, c'est ça qui nous fait vivre. Donc, par aller dans la nature, l'imaginer la nature, j'ai fait une recherche dans la littérature scientifique, ça a un impact sur nos marqueurs de stress et tout. Donc, se représenter la nature intérieurement. C'est pas pour rien que je vous ai fait faire une visualisation au début de rencontre. Puis ça va toujours être des allers-retours. Donc ça va nous aider à être plus solides dans notre action. Puis on va constamment avoir à développer, à cultiver cette conscience intérieure-là, ce soin-là à l'intérieur. Et ça va nourrir la volonté de prendre soin de l'extérieur aussi, autant que ce soit les personnes autour de nous que l'environnement. Donc ça va être une roue à cultiver. J'ajouterais juste quelque chose pour les personnes qui sont en paralysie, mais parce qu'ils se sont beaucoup impliqués. Hein, je reviens souvent là-dessus, mais je pense qu'il est important d'adresser un message à ces personnes-là qui vivent soit beaucoup d'éco-anxiété, beaucoup d'éco-colère, de tristesse, et qui sont comme à bout de ressources. Puis je pense que c'est important quand on se trouve dans cet état-là, de décharger, de faire vraiment un travail de décharge. Donc, puis vraiment de travailler avec le corps. Donc, les émotions, ils ont tendance à, quand ils ne sont pas adressés ou quand le stress persiste sur une longue période, mais ils ont tendance à rester dans le corps. Et je pense que c'est important d'adresser ça puis de faire comme, OK, là, je vais arrêter d'agir, je vais prendre un pas de recul, je vais décharger, que ce soit par le sport, que ce soit par aller en nature, peu importe qu'est-ce qui vous aide, c'est différent d'une personne à l'autre, mais c'est important de mettre ces moments-là à l'horaire, puis de s'arrêter à un certain moment, parce que quand on parle d'adaptation, c'est pas en étant constamment en mouvement qu'on s'adapte. Il y a des moments de repos qui sont nécessaires pour justement consolider les apprentissages puis réajuster nos prochaines actions. Donc, je pense que ce serait ça mon conseil pour une personne qui est en paralysie, mais parce qu'elle a trop été en action finalement. Merci pour cette réponse. Puis je rebondirais là-dessus. De placer des fois des choses à l'horaire, c'est difficile parce qu'on vit dans un rythme tellement effréné. On n'a pas l'habitude de s'arrêter, on n'a pas l'habitude de se dire j'ai le droit de m'arrêter. On a une espèce de souci de performance, de compétition et tout ça, puis ça devient difficile de l'ancrer dans nos vies. Puis de le prendre, oui, il y a une réaction ici. Aimerais-tu dire quelque chose? Ah, OK. Ma pensée était terminée. Tu peux rebondir sur ce que je rebondissais. Merci.
Merci, merci. Ben justement, c'était ça mon point, c'est qu'on dirait que je suis tellement d'accord avec vous, Nadine, Christelle et les autres, mais sur le fait qu'il faut se reconnecter à soi-même. Il faut faire ça, mais personne ne le fait. Bon. Ben justement, je veux dire, ça fait là, des mois et des mois que je parle à tout le monde, que je suis dans une démarche d'introspection, du monde comprend. C'est le fun. Non, moi, je suis pas. Je suis le seul. Non, mais les gens me regardent. Oh, ouais, c'est bon. Lâche pas. T'as de l'air à être mieux, lâche pas. C'est comme si ça les concernait pas. Non, mais c'est vrai, ça fait cute, là, ça fait nature comme ça. Là, c'est comme, oh, vas-y, lâche pas. T'sais, mais à aller voir une game de hockey, à aller voir des amis fumer du pot, ça, c'est vraiment hot. Là. On dirait qu'il faut absolument être avec d'autres, il faut absolument se divertir, être tout seul, réfléchir, se reconnecter. C'est tellement pas valorisé. Fait que là, donc, il faudrait avoir un organisme qui valorise la connexion à soi. C'est ça, la prochaine étape? Mais santé mentale, c'est pas loin ici. On en parle clairement. On parle clairement de se recentrer sur soi et prendre du temps pour soi, c'est vraiment primordial. Puis de faire des pauses, comme Isabelle dit. On ne peut pas être toujours dans l'action et être toujours dans la militantisme. Des fois, il faut prendre des pauses aussi. Puis se demander, moi, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui dans ma vie? Des fois, on a besoin de juste plus penser, puis faire d'autres choses, de se garder, puis ce genre d'idées-là. Il faut aussi être capable de trouver un équilibre là-dedans pour ne pas se brûler, justement, mais en même temps, être à l'écoute de c'est quoi nos besoins. C'est ça, c'est trouver. Comme je disais tantôt, ce n'est pas la société qui va nous le donner, ça, c'est vraiment à nous à faire cette démarche-là, parce que ça ne viendra pas des autres, ça ne viendra pas du gouvernement, ça ne viendra pas de la société. Il faut aller, c'est ça, faire le pas de plus. Puis commencer avec les tout jeunes. Donc, c'est ça, enseigner à l'école. Au Danemark, j'en parle dans mon livre. Il y a des cours d'empathie qui sont offerts à l'école primaire, secondaire. Ça devrait être partout. Ça fait partie de notre vie de tous les jours d'être en relation. Donc, ça serait primordial. Donc, ça peut être un beau mouvement. À partir, moi, j'embarque comme ça, s'il y a des gens qui veulent qu'on travaille là-dessus. Je ne sais pas comment on pourrait s'y prendre, mais il y a sûrement des choses à faire. Et puis aussi pour l'impression d'être un peu impuissant par rapport à ce qu'on fait, puis de se dire, ouais, les autres trouvent ça super cool, mais ils vont continuer leur chemin. Puis, il ne faut pas penser, j'ai l'impression que ça ne laisse pas une trace. Parce qu'ils vont nous voir, puis ça leur est répété par d'autres personnes, puis ils nous voient agir, puis à un moment donné, ça fait son chemin. Je l'ai vu, ça, des fois, des amis proches, là, qui sont comme, oh, wow, il me semble que je te trouve bonne de faire telle ou telle chose, c'est super, hein, je t'admire. Puis c'est 2-3 ans plus tard qu'ils se mettent à l'action, ils sont comme, hey, tu sais quoi, il y a 2 mois, j'ai décidé de changer ça. Merci, tu sais. Fait que, lâche pas. Pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure. On avait une question ici? Un commentaire? Juste un commentaire. Ben oui, il y a des organismes, mais il y a aussi des personnes proches comme ben, ma mère, mes amis, peut-être des fois ils ont des informations sur des questions. Puis je veux juste dire qu'il y a des personnes proches de toi aussi, comme tes amis, ta famille ou ton grand-père ou ta grand-mère. Ça peut être n'importe qui dans ta famille. Voilà. Merci pour ce commentaire. Effectivement, on influence autour de nous, qu'on ne s'en rende compte pas, qu'on soit désespéré par la réaction des gens ou pas. Ben, chaque petit geste compte, le colibri, l'effet papillon, tout ça. Et puis, en ligne, justement, il y a une personne qui demandait, mais les gestes au quotidien, les petits gestes que je peux faire, oui, y a-t-il une liste de ça? Y a-t-il quelque part où est-ce que je peux trouver un condensé de ces informations-là au lieu de grappiller à droite, à gauche? Est-ce que vous avez des références peut-être à donner? C'est drôle parce qu'en plus, j'ai pensé à la question de la dame, là, puis là, on est complètement sur un champ gauche en disant « connectez-vous », parce que c'est pas le discours, en fait, c'est pas ça qu'on tient. Je trouve que c'est innovateur quand même, qu'est-ce qu'on apporte à se dire « connectez-vous à vous-même pour ensuite poser des gestes pour l'environnement ». Mais sinon, ces gestes-là, il y en a sur plein de pages sur Facebook. Il y a énormément de gestes qu'on peut faire dans notre quotidien.
En fait, il n'y a personne qui peut dire, je crois, ça dépend vraiment des valeurs, puis de tes principes, tout ça. Pour énoncer un geste ou deux gestes, ça peut aller au niveau de la consommation d'énergie jusqu'à faire du zéro déchet, puis de se préoccuper des emballages. On est vraiment, il y a énormément de gestes. Moi, je pense qu'à partir de là, puis ça revient un peu, il faut choisir qu'est-ce qui nous fait plaisir à faire. Si on aime faire donc des savons, nos produits cosmétiques, on a du plaisir à sentir les odeurs, à brasser les choses. On va y aller avec des gestes qui nous font plaisir, surtout pas aller avec ce ne sera pas une corvée, finalement. C'est important de ne pas oublier ça, en fait, parce qu'après, le geste ne perdure pas. On fait le geste, mais rapidement, on l'enlève de notre quotidien. Donc, moi, je dirais, faites ce qui vous fait plaisir. Donc, on parle de ça, puis après, on évolue là-dedans. Puis peut-être aussi prendre un geste à la fois, parce que parfois, on se dit, bon, ben là, je me pars en zéro déchet, je m'équipe en bocaux, je vais tout faire mon épicerie en vrac, puis ça devient laborieux ou difficile parce que, bon, l'étape était peut-être trop grande, tu sais, on ne peut pas passer de la maternelle à l'université. Fait qu'un petit pas à la fois, un geste à la fois. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions pour terminer? Sinon, je pense qu'on pourrait terminer notre période de questions et d'échanges ici. Et j'aimerais inviter nos panélistes à un petit mot de conclusion, juste une pensée pour terminer cette soirée. Que dire sinon que de toujours garder espoir, de toujours... tout est encore possible. Donc, c'est vraiment l'addition de toutes ces prises de conscience-là au quotidien qui finissent par changer la donne, puis de croire en notre pouvoir de changement. Moi, je reviendrai sur quelque chose que j'ai dit quand j'ai parlé plus tôt de trouver qu'est-ce qu'il y a de fun là-dedans. Parce que oui, on vit une crise, on vit des crises. Donc, pour nous aider là-dedans, comment on peut rendre ça le fun? Ça revient au plaisir, là, mais comment on peut trouver des solutions créatives? Comment on peut créer des groupes qui réfléchissent, qui agissent ensemble, puis que ça vienne vraiment d'un sentiment de joie et de plaisir. Je pense que c'est comme ça qu'on va perdurer dans le temps parce qu'on a besoin de beaucoup de monde pendant longtemps pour s'adapter, pour adapter nos sociétés à cette crise-là. Donc, profitons de l'espoir, mais aussi du plaisir qu'on peut en retirer, d'essayer de créer des nouvelles façons de vivre. Je sais que c'est difficile le changement, mais comment on peut, je vous lance la question en fait, comment on peut le rendre le fun? C'est vraiment ça mon message pour vous. C'est pas obligé d'être difficile, c'est pas obligé d'être contraignant. Trouvez qu'est-ce qui vous tente, puis faites-le. Essayez-le. Moi, je dirais, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale, c'est vraiment primordial. Prendre soin de sa santé physique aussi. Et d'être en contact avec les autres, puis je parle de prendre soin de la nature. Ça va de soi, ça va ensemble. On prend soin de soi, on prend soin des autres, on prend soin de la terre. C'est déjà un bon départ. Moi, je dirais, engagez-vous. Allez à la rencontre des autres, puis trouver un sens à vous impliquer socialement. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de bonheur à ce niveau-là, puis je vous encourage à foncer vers là si ce n'est pas quelque chose qui fait partie de votre vie actuellement. Je crois énormément à ça, en fait. La force du nombre, finalement. Nadine, Isabelle, Claudine et Christelle, un grand merci pour ce partage, pour cet outillage, pour cette belle soirée, pour les stratégies qu'on va pouvoir adopter, puis essayer d'adopter. On va juste, c'est en essayant qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien. Merci à tous ceux qui ont été ici ce soir. Ça démontre qu'il y a un intérêt pour ça, que le dialogue est ouvert et que vous êtes intéressés à entendre qu'est-ce qu'on a à dire. Donc ça, c'est précieux à la maison aussi, ceux qui nous ont écoutés en virtuel. Merci beaucoup. Alors, toute la semaine, on a encore une belle programmation. Il y a un bel événement, un beau panel jeudi soir qui s'en vient, précédé d'un cocktail. Donc, si vous avez envie de vous joindre à nous dans la joie pour une autre belle soirée d'échange, vous êtes vraiment plus que bienvenus.
à vous joindre à nous. Il y a des projections de films toute la semaine aussi en lien avec les sujets abordés au courant de la semaine de la santé mentale. Et samedi, on a droit à une conférence en matinée ainsi qu'une belle classe de yoga. Donc, tout est gratuit, donc profitez-en, venez, sortez, puis venez nous voir, ça nous fait vraiment plaisir. Alors, c'est ça ici, vous pouvez voir un peu la programmation, on enverra tout ça aussi par courriel pour ceux qui étaient en ligne. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Vous allez voir cet événement sur notre chaîne YouTube. Ça va être rediffusé par la suite pour ceux qui l'ont manqué à la maison, pour ceux qui voudraient revoir. Aussi, on remercie Hydro-Québec, encore une fois, qui est le partenaire principal de notre programmation, la Ville de Montréal, Belle Cause pour la Cause, qui nous a soutenus énormément pour cette série, qui est présentée en partenariat avec Mouvement de santé mentale Québec. Alors, un grand merci, bonne fin de soirée et surtout prenez soin de vous.